Toujours le même plaisir. Bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission La Chaise Rouge. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Kouvaré Gaël. Il est étudiant à l'Université de Lomé. Nous aurons l'opportunité donc de parcourir un certain nombre de sujets qui le taraudent l'esprit et moi, je me ferai toujours le plaisir. Vous connaissez le principe de l'émission. C'est une émission non préparée sans tabou et je me ferai vraiment le plaisir d'essayer de répondre à ces préoccupations. Sans plus tarder, chers téléspectateurs et téléspectatrices, il va se présenter et il va vraiment aller un peu plus dans les détails de ce qu'il fait au quotidien en tant qu'étudiant et qu'est-ce qui le préoccupe. Vous le saurez et je me ferai donc le devoir de le répondre pour votre bien-être, bien entendu, parce que l'objectif de cette émission, c'est de briser cette barrière intergénérationnelle en donnant l'opportunité donc aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants de poser leurs questions à travers vraiment les faits sociétaux, mieux découvrir la vision de Dr Koudom et aussi répondre à leurs préoccupations. Bienvenue sur le plateau, Monsieur Gaël. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Déjà, merci à vous de m'avoir invité. Je me nomme Kouvaré Adel Gaël Teko. Je suis étudiant en première année à l'Université de Lomé, à l'école ESA, École supérieure d'agronomie. Je suis en licence professionnelle phytotechnie. D'accord. Donc aujourd'hui, si je suis présent, c'est pour vous poser certaines questions. Oui. Et je m'en vais directement poser la première question. Vous avez la voix libre. Merci. Alors la question serait, aujourd'hui, nous sommes conscients que l'intelligence artificielle prend une grande ampleur dans nos vies. Et souvent, je remarque ça souvent avec moi aussi. Des fois, quand je remarque qu'un petit truc m'arrive, surtout sur le plan de la santé, je m'en vais demander souvent à ChatGPT de me dire ce que j'ai. Alors, la question serait, est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique? Parce que je pense dire que je ne suis pas la seule personne qui fait cela. Alors, très bonne question. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans nos vies comme Internet il y a de cela 20 ans. Oui. Il y a 20 ans, lorsqu'on parlait d'Internet, certains étaient surpris, déconnectés, oisifs par rapport à cette volonté ferme de s'engager dans la maîtrise de cet outil, l'Internet aujourd'hui. Et ma foi, lorsque vous voyez aujourd'hui l'impact de l'Internet dans la vie, que ce soit au niveau aéronautique, que ce soit au niveau des banques, les commerces, les échanges, tout est fait à base de l'informatique, enfin à base de l'Internet. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comment l'expliquer, c'est cette technologie qui permet de raccourcir les tâches, les difficultés des gens au quotidien. Voilà le principe. C'est-à-dire, les gens, les Européens, ont développé, les Européens au sens large, américains compris, asiatiques compris, sauf les Africains qui n'ont pas encore compris que l'exercice sur cette terre, c'est de faciliter le travail, le quotidien des autres. Oui. Là, vous êtes étudiant, demain, vous allez réussir que si vous êtes arrivé à maîtriser les connaissances et proposer des solutions pour résoudre les problèmes de vos concitoyens. Résoudre les problèmes de vos concitoyens. Donc, c'est la même chose que l'intelligence artificielle. Je présente le principe pour revenir à votre préoccupation. Donc, le principe, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme un outil qui permet à n'importe qui, à tout patient, de dire, ben, j'ai un outil aujourd'hui. Je vais aller voir, certes, le médecin. Mais est-ce que l'outil là peut m'orienter un peu? Donc, mon frère, mon ami, technologique, chaque député, bonjour, est-ce que je suis un peu malade, je vais aller à l'hôpital, voilà ce que j'ai, tu penses que c'est bon d'aller à l'hôpital ou bien que j'attende un peu? C'est ça la question. Et plus la voix est bien douce, calme, posée, ChatGPT est content. Et il vous répond en fonction de votre humeur, vrai ou faux. Ouais. Donc, ça veut dire simplement que nous sommes arrivés à un niveau de la technologie où nous allons interagir avec des entités virtuelles qui sont encore plus proches de nous que le médecin. C'est-à-dire, le médecin, vous allez prendre rendez-vous, mais ChatGPT, ces outils
il y aura de nouveaux outils, de nouvelles inventions encore plus proches. Ça va être des robots qui vont être présents, qui vont porter peut-être la blouse, avec qui, au lieu que ça soit virtuel ou bien par la voix bien saisie, ils vont vous répondre directement. On va arriver là. Moi, je dis à mes collègues que moi, je vois ça. Donc, pour revenir sur votre question proprement dite, est-ce qu'en posant des questions à ChatGPT, c'est une bonne chose? Je vais planter le décor une fois pour de bon. Lorsqu'on demande à ChatGPT des questions, c'est pour faciliter la compréhension des choses. ChatGPT ne va pas se substituer à un médecin, non. ChatGPT ne va pas remplacer le médecin, non. Mais ChatGPT va vous faciliter la compréhension de vos symptômes, la compréhension de la suspicion de votre maladie. C'est-à-dire, lorsqu'on est malade, on pense à soi. Le premier médecin, c'est soi-même. Lorsque tu vas voir le médecin et tu le trompes, tu l'égares, ce que tu as, tu ne dis pas tout. Il va te prescrire en fonction de ce que tu lui as dit. Oui. Sa démarche diagnostique va s'appuyer sur l'interrogatoire. L'interrogatoire qui peut être biaisé. Donc, ça veut dire que ces outils, les ChatGPT, c'est une question de complicité. Si vous êtes vrai, ChatGPT va c'est basé, c'est calqué sur l'expérience humaine. C'est une intelligence humaine, mais artificielle, c'est-à-dire, c'est à partir de l'accumulation des expertises, les encyclopédies, tout ce qu'on connaît en médecine, eux, c'est l'informatique. Ils ont rassemblé ça dans un outil de communication spécialisé qui est artificiel. Donc, ce qu'il va vous dire, en réalité, si la question est bien posée, il va vous donner la bonne réponse. C'est comme lorsque vous allez voir le médecin, vous posez le mauvais problème, ça va l'égarer pour vous faire un mauvais diagnostic. Oui. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est pas mauvais en soi, mais ayez à l'esprit que ça va jamais remplacer un médecin. Parce que ChatGPT va jamais vous examiner. Ne va pas vous palper l'abdomen. Ne va pas mettre le stéthoscope pour écouter votre cœur. Ouais. Ne va pas observer votre langue pour vous dire, même si aujourd'hui avec les caméras, tout peut arriver. Mais pour l'instant, c'est que la médecine, le médecin a sa place à côté de ChatGPT, à côté de ces intelligences artificielles, mais il faut pouvoir rentrer vraiment en bonne combinaison, discussion avec ces outils pour avoir les meilleurs résultats. D'accord. Voilà. Je comprends que vous êtes plutôt optimiste. Moi, je suis plutôt optimiste parce que nous sommes avec les jeunes. Le monde évolue. C'est comme avant, ceux qui avaient l'appareil dactylographe, ils étaient dactylographes et puis l'ordinateur est revenu, ils ont refusé d'apprendre l'informatique, ils vont être effacés. Nous, aujourd'hui, on ne peut que être avant-gardiste. Oui. Moi, j'ai tout un dossier des différentes applications de l'intelligence artificielle. J'en ai au moins 12 que je côtoie chaque jour. Je cherche à comprendre. Même la petite histoire, c'est que, il y a 2 semaines, 10 jours environ, les tout fans même m'ont dit que ils sont un peu effacés parce qu'ils sont en train d'étudier l'intelligence artificielle dans le domaine musical. Ils me l'ont dit. Donc, ça veut dire que ceux qui ne vont pas prendre le train en marche, ils verront que, le train va revenir peut-être après, ou bien le train, c'est un train qui passe, qui ne revient pas voir les retardataires, quoi. Voilà un peu ce que je peux dire. En résumé, vous mieux se lancer en même temps dans le train. Non, il faut se lancer. Il faut se lancer. Mais une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà. Très bien. Alors, je vais tomber sur ma deuxième question, qui serait, en Afrique, particulièrement chez nous au Togo, la dépression est un sujet qui n'est pas encore assez compris. Donc, souvent, on l'associe à une maladie de blanc. Oui. Et nous, jeunes apprenants, souvent, bon, je suis à l'université, c'est un peu difficile d'avoir son train de vie universitaire et puis c'est un truc, donc souvent, on se sent un peu dépressif par rapport à la vie en général. Alors, quel est votre point de vue sur cette situation qui touche particulièrement, je vais dire, nous les jeunes Togolais? Non, c'est une question très importante et doit être traitée avec beaucoup d'attention et du sérieux. Je le dis parce que vous avez le courage de poser la question, mais je pense que depuis le début de cette émission, c'est quasiment la première fois que un jeune pose le problème de façon explicite, claire comme vous. Et je voulais vous féliciter pour ça. Merci. Parce que la dépression, on n'en parle pas assez.
Et pourtant, beaucoup de gens dépriment. Vous savez, la dépression, c'est le langage intellectuel du sourd, muet. C'est le langage intellectuel. Tout le monde vit ça, mais personne ne peut communiquer avec l'extérieur. Les gens, ceux qui souffrent et n'en parlent pas, c'est comme l'iceberg, c'est le peu qu'on retrouve dans les hôpitaux. Mais la majorité, c'est dans nos maisons. La frustration de nos mamans, la frustration de nos femmes, dans les services, la frustration avec les chefs, la promotion non structurée, le népotisme, le favoritisme, ça crée des frustrations. Ça amène à la dépression. Mais les gens se taisent. Ils ont peur. Et les jeunes comme vous, il n'y a que la dépression partout. Que ça soit dans les collèges, dans les lycées, à l'université. Si on descend un peu plus bas dans les collèges, vous voyez une jeune fille à 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle est réglée. Ses parents ne communiquent pas assez avec elle. Elle veut parler, elle veut comprendre les différentes mutations que subit son corps. Mais il n'y a pas d'interlocuteur. Les jeunes, ils sont turbulents, ils sont agités parce que c'est des troubles hormonaux. Ils sont hyper actifs. Mais il n'y a pas de personnes pour les écouter. C'est pas de leur faute. C'est hormonal, c'est en eux. Ce sont les hormones. Ce sont les glandes qui produisent ça. Mais il n'y a pas encore une communication structurée. Je parle de communication structurée dans la mesure où il y a des gens qui sont spécialisés en la matière. Il faut les former. Et ceux qui sont formés, il faut les utiliser, il faut les employer, il faut les recruter. Ils ne sont pas nombreux, mais le peu ne sont pas aussi opérationnels. Pour écouter les jeunes, les psychologues, ils sont là. Ils ne sont pas nombreux. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions étudiants, il y a 20 ans, il y avait à peine 2-3 psychologues. Aujourd'hui, on en trouve un peu plus, c'est vrai. Mais est-ce que leur déploiement sur le terrain est assez suffisant, assez structuré pour prendre en compte tous les besoins qui sont là, enregistrés, muets? Non. Donc, vous voyez que votre question mérite d'être vraiment mûrie et je plante le décor dans cette émission pour que nos téléspectateurs, justement, comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans le besoin et que les pouvoirs publics doivent penser. Et c'est ça la santé mentale en réalité. La dépression n'est qu'une portion ou bien un élément, une pathologie, un dérèglement inscrit dans la santé mentale. Et la santé mentale aujourd'hui, pendant longtemps, les psychiatres prenaient tout, c'est-à-dire c'est leur chasse gardée. Mais on se rend compte qu'il y a combien de psychiatres dans nos pays africains pour gérer toute cette problématique. Donc les psychologues ont leur place. Et il faut en former davantage et les outiller pour qu'ils soient à l'écoute de la population. Et pour moi, la problématique est là. Et dans les axes stratégiques des clubs santé, nous l'avons logé dans l'axe 7, où nous parlons justement de la santé mentale. Il faut écouter les jeunes. Il faut les écouter au lieu qu'on punisse, qu'on frappe. Maintenant, Dieu merci, on ne frappe plus les jeunes, les élèves à l'école. Mais à défaut de frapper, c'est qu'on doit mettre de nouveaux mécanismes. Un enfant qui est rebelle, qui s'agite, qui ne veut respecter personne, vous pensez que c'est un enfant qui le fait de son plein gré, c'est qu'il y a un désordre quelque part. Oui. Émotionnellement, il est instable. Et les personnes qui étudient le comportement des gens, l'esprit, ce sont les psychologues. La médecine ne soigne pas l'esprit. La médecine soigne le corps et les maladies, les dysfonctionnements du corps qu'on voit visible, mais ce sont les psychologues qui travaillent sur le comportement et l'esprit. Et les deux entités doivent être complémentaires. Donc, on ne peut pas dissocier aujourd'hui un être humain de son côté esprit. Donc, ça veut dire que nous devons même trouver des mécanismes pour renforcer. C'est vrai que le médecin, on fait la psychologie clinique à la faculté, il faut renforcer chez les étudiants, chez les infirmiers, chez les sages-femmes, pour qu'au moins
ils soient utiles dans les communautés pour parler de la santé mentale, pour être à l'écoute de la communauté, des jeunes, des adultes aussi, et des vieillards, parce qu'ils aussi ils ont leurs problèmes aussi. Oui. Vous voyez? Donc, vraiment, je suis content de cette question. Je ne veux pas aller dans les détails. On aura peut-être d'autres occasions de développer cet élément de dépression pour nos téléspectateurs. Merci. Ok, merci à vous pour votre réponse. Je vais aller sur ma troisième question alors. Je suis étudiant en agronomie. Alors, on sait que l'agronomie, c'est souvent lié aussi à l'alimentation. Qui dit alimentation, dit santé. Et qui dit santé, dit avenir pour nous tous. Alors, que pensez-vous du développement du secteur agricole au niveau du Togo? Le développement du secteur agricole, vous le structurez à quel niveau? En termes de production, parce que l'agriculture, c'est pas seulement cultiver, il y a les intrants, tout ce qui va Exactement. avec. Oui. On peut dire tout ce qui va avec au niveau des intrants, que l'apport chimique est-il suffisamment bon ou bien c'est un accident? Exactement. C'est-à-dire, vous voulez parler de l'organisation du système de l'agriculture dans son ensemble, en termes d'agriculture locale, agriculture industrialisée. Industrialisée, nous n'en avons pas. Nous pratiquons l'agriculture locale. Malheureusement, il y a des produits chimiques qui s'invitent, même en termes de désherbage, il faut mettre des produits pour tuer les herbes, ainsi de suite. Donc, ça aussi, les conséquences sur l'organisme en termes de produits chimiques qui peuvent donc passer par les aliments. Les sols qui sont donc imprégnés de produits chimiques. Et donc, voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Parce que, vous voyez, c'est un peu la conséquence de la non-mécanisation de l'agriculture. Lorsqu'il faut augmenter les surfaces, on cherche des alternatives pour aller vite et bien. À défaut d'avoir une agriculture mécanisée, la roue et le coupe-coupe, combien d'hectares vous pouvez mettre en valeur pour avoir assez de récoltes et puis manger et commercialiser le reste pour avoir de l'économie pour éduquer vos enfants. Donc, il faut mécaniser et en mécanisant, maintenant sensibiliser pour trouver des alternatives. L'agriculture au sens vrai où on fait les trucs en jachère, on fait des composts à grande échelle. Nous avons tous les ménages ont des poubelles. Il faut rééduquer les gens. Il faut savoir trier dès le départ pour que les restes qui peuvent se décomposer puissent être recyclés, restitués, transformés en engrais pour le bien de l'agriculture. Tous les ménages constituent des greniers ou bien des greniers de fumier qui peut aider. Mais quelle communication qui est faite autour de ça? Les gens jettent tout dans le même panier, on jette ou on ne sait pas après maintenant, c'est difficile de tester. Si on trie en amont, on sait que tel camion ou bien voilà, tel bloc ramasse que les aliments biodégradables pour pouvoir transformer ça en compost, en engrais bio, ça peut être utile. Donc, c'est à vous maintenant de révolutionner cela. Mais, ceci dit, il faut condamner tout ce qui est chimique parce que le premier médicament de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'alicament. L'alicament, c'est l'aliment qui constitue notre première thérapie. Ce que vous mangez, c'est ça qui vous donne la santé. Ce que vous mangez, c'est ça qui vous permet d'être bien constitué. Si vous prenez que des produits chimiques, vous serez surpris que vos organes vont avoir des anomalies au niveau de leurs cellules et finalement vous aurez des cancers. Et c'est ça la définition, bien les étiologies souvent des cancers dont on parle de inconnus, causes inconnues. Très peu de cancers ont des causes bien structurées, bien connues. C'est parce que justement, on a un grand désordre au niveau de l'alimentation, de nos comportements. Voilà un peu ce que je peux vous dire. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et je ne sais pas si c'est déjà inclus dans le cas des clubs santé, au niveau des écoles. Mais si c'est le cas, déjà, je dirais au grand merci à vous pour cela. Oui. Alors, je vais directement passer à la seconde question, la question suivante. Aujourd'hui, nous, les jeunes, on remarque un décalage entre le monde scolaire et le marché du travail. Alors, donc, c'est souvent difficile de passer d'un univers à l'autre. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire par rapport à cela? Ou bien pensez-vous que c'est directement le système éducatif togolais qui est en manque?
Non, c'est le système éducatif d'une manière générale hérité du colonialisme qui n'est pas, qui n'est pas, quel adjectif utiliser pour ne pas être trop dur, qui n'est pas, qui n'est pas respectueux vis-à-vis de nos pays. Mhm. C'est-à-dire, les besoins sont là, nos pays sont là. Nous avons, en tout cas, pour du moins, les intellectuels comme nous savons où est-ce que nous devons agir. Mais malheureusement, ce que nous avons hérité du colonialisme ne nous permettra jamais d'aller vers un développement. Non, l'éducation là, c'est pas possible. Le besoin est là, mais on forme les gens. Vous savez, en Suisse, par exemple, c'est pas tout le monde qui va au lycée, hein. C'est un tiers de l'effectif en troisième qui s'oriente au lycée. Le lycée est fait pour ceux qui ont la mémoire, ceux qui sont très forts. Sur le plan, je lis, je mémorise, je m'organise, mais à 15 ans, 16 ans, très peu d'élèves sont disposés à ça. Et puis, il y a les techniciens. Il y a ceux qui aiment l'électricité, il y a ceux qui aiment la cuisine, il y a ceux qui aiment le commerce, vendre, c'est de l'art. Mais ici, on veut tous aller au lycée. Tu peux faire la technique avant ton bac, mais tu maîtrises, tu es menuisier, tu sais raboter, tu es maçon, tu sais construire. On a besoin des gens qui savent construire des immeubles. Ils sont où? Ils sont formés à quelle quantité? Avec comme conviction ferme que c'est vous les bâtisseurs. C'est vous qui devez construire les routes. Vous devez avoir la conscience professionnelle pour impacter votre environnement, votre communauté. Mais c'est ça, les enjeux. Donc, c'est une réalité. Il faut dire ça aux jeunes. Moi, je pars du principe qu'il faut obtenir le bac. C'est la connaissance. Mais c'est pas aller directement à l'université pour dire que vous devez faire la technique. Même avoir, mais ceci dit, au Togo, une loi vient d'être bon, c'est un arrêté pour créer les passerelles. Ouais. Donc, ça commence pas à venir. Les passerelles, c'est que vous pouvez commencer à faire la technique, une activité professionnelle et on vous cumule l'expérience pour dire, bon, voilà, ça correspond peut-être à un classe de terminale. Si vous faites l'effort, vous pouvez avoir le bac ou bien vous allez après vous revenez à obtenir le bac. C'est pas obligé que les enfants suivent le cursus qui est là, qui est dogmatique. Les parents pensent que si l'enfant n'est pas allé à l'université classique et devient médecin, c'est comme si là, il est raté. Lorsqu'on voit une maman dont le fils est ingénieur ou bien architecte, on l'adule déjà. C'est des stéréotypes qu'il faut changer dans la société. Valoriser les métiers. Parce que c'est ça, c'est là où on a besoin des gens. C'est pas assez je sais pas, excusez-moi, pour que les gens ne se sentent pas frustrés que on les blesse. Non. Moi, je suis adepte je veux un bon menuisier. Je veux un bon électricien. Vous imaginez quelqu'un qui n'arrive pas à faire les circuits et en sixième, c'est lui finalement qui va faire électronique ou bien électricien après. Il y a un problème. Donc, il faut leur dire, voilà, la pratique, ceux qui veulent faire la menuiserie, allez-y. Ceux qui veulent faire la maçonnerie, allez-y. Très tôt, dans les classes. Et nous avons amené les clubs santé justement pour que les élèves aient le choix. Ceux qui veulent faire la médecine, ils s'intéressent à génie moteur, puis ils se cultivent, ils ont tout. Ceux qui veulent faire l'art oratoire, les sketchs, les slams, les poèmes, ils ont leur place aussi parce qu'on a besoin de ça. Ceux qui veulent faire le sport, ils aiment le football, faut pas les étouffer. On a besoin d'Mbappé Junior venant du Togo, des Adebayor bis. On a besoin de les Bella Bello. Les Koffi Olomide, c'est des ambassadeurs 5 étoiles, 6 étoiles, qui font la fierté de leur pays, c'est vrai. Oui. Les Michel Gou, les Magic System, on a besoin d'eux. Donc, vous voyez que nous devons changer de paradigme sur le regard que nous avons de notre système éducatif. Le dénoncer sans abus. Faut pas exagérer, mais la réalité, il faut poser les choses de façon factuelle pour que les enfants sachent que, ben voilà, ils ont leur place. Ils ont leur place. Un électricien doit être valorisé pour que cet adage qui dit il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes personnes, c'est ça. Valoriser les gens parce que chacun a sa place dans cette société. Merci. Pour résumer, faut pas tout mettre dans un même bol alors. Non. Il faut parce que le besoin, il est transversal. Donc, je dirais une dernière question sur ça alors. Oui. Est-ce qu'on peut réussir réellement au Togo? Oui, on peut réussir. On peut réussir.
Parce que On se peut dit réussir. souvent, Le problème, c'est la masse critique qui n'est pas forte. en d'autres termes, c'est-à-dire, En d'autres termes, c'est-à-dire, c'est comme dans les écoles aujourd'hui. Mhm. Même lorsque vous allez à l'intérieur, vous allez voir dans une classe de 100 élèves, Ouais. il y a 20 qui sont tellement clairs. Mhm. Clairs, on dirait que leurs parents ils sont éveillés, mais Mhm. 80 sont noyés. Donc, il n'y a pas encore de seuil. La masse critique n'est pas bonne. S'il y avait 60 bons et 40 noyés, on dirait que bon, ça va. Mais si c'est 20 bons sur 80 mauvais, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un Donc, pour vous déséquilibre. dire qu'on peut réussir au Togo, seulement c'est que il y a beaucoup qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais on peut. Voilà. Merci à vous. Alors, une question encore. Comment réussissez-vous à vous organiser entre vie professionnelle et vie personnelle? Oui, je pense que c'est une question très importante et elle mérite d'être expliquée pour aider les gens. D'abord, il faut définir ce que c'est que la réussite pour chacun, pour moi, pour vous. Il faut le définir, mais de façon classique Mhm. et intellectuelle, matériellement prouvé aussi, c'est qu'il faut un ensemble un peu de tout. Lorsque vous avez ça, vous allez vous organiser. C'est une question d'organisation. Vous savez que vous devez réussir spirituellement, donc vous devez avoir un temps de prière. Oui. Vous devez réussir professionnellement, vous devez vous organiser pour bosser dur comme si de tout dépendait de vous. Vous devez réussir de façon académique, c'est-à-dire c'est la mise à niveau. Même un médecin, tu dois lire les articles. Tu dois être cultivé. Un médecin qui fait 5 ans sans se dire, oh, attention, je dois me mettre à jour ce qu'il est déphasé. Et ça, c'est une culture. Et la réussite familiale. C'est-à-dire, tu te dis, bon, ok, maintenant, bon, je vais avoir une femme. Tu dois tout faire pour accorder une place, un espace à ta femme. Les enfants sont là. Tu dois te dire, non, malgré mes occupations, je dois faire un appel. Je dois m'organiser pour voir ce qu'ils font comme cahier. Moi, je le fais quelquefois. Je dis, mais déposez-moi vos cahiers sur la table. La nuit, lorsque je viens pour manger, ils dorment, mais je lis. Je regarde leurs cahiers, leurs exercices. Par exemple, c'est vrai. Je dis, déposez-moi vos cahiers. Donc, lorsque moi je mange, je fouillette, je regarde et puis j'ai une idée de quel chapitre. Et puis ça, c'est ma manière d'être proche. Donc, Oui. à tout moment, je peux rebondir sur un chapitre. Toi là, tu as maîtrisé telle chose parce que je l'ai lu il y a 2 semaines. Mhm. Et ils se rendent compte que, mais, il voit le monsieur. Il voit ce papa-là. C'est comme ça, c'est une question d'organisation. Donc, ma réponse, elle est claire. On peut réussir, mais c'est une question d'organisation. D'accord. Merci à vous. Alors, je vais poser alors une dernière question. Allez-y, le temps nous est compté d'ailleurs. D'accord. Ça serait sur votre choix de carrière. Mhm. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait la médecine ou bien vous pensez que c'était le bon choix à faire? Alors, très bonne question. Je ne regrette pas. Et d'ailleurs, c'est rare que je regrette mes choix. C'est très rare. D'aucuns estiment que c'est trop se faire confiance, mais c'est ma relation avec mon moi qui Oui. fait que j'assume tout ce que je fais. Parce que avant de faire, il faut réfléchir. Oui. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir, il n'y a plus de regrets. C'est lorsque vous n'avez pas réfléchi que ça vous devez regretter. Mais moi, quasiment tout ce que je fais, je réfléchis. Et c'est peut-être une qualité, mais je veux enseigner ça. Tout est stratégique. Savoir sortir, planifier et puis attendre le bon moment. Donc, lorsque tu attends le bon moment, même si ça échoue, c'est que Dieu n'a pas voulu. Mais il n'y a pas à insulter. Dieu n'a pas voulu, n'a pas voulu. On accepte et puis on avance. D'accord. Donc, il n'y a pas de regret. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Vous avez pensé que c'était le bon moment, mais ça a échoué. C'est Dieu qui n'a pas voulu parce que vous avez mis tous les moyens humains pour réussir. Mais Dieu a son dernier mot. Oui. Et c'est fini, la vie continue. Et Mais accepter, on peut-être continue. quelquefois, faut que je le précise ici pour vous. La prière même forte à faire, c'est que tout ce que nous devons réaliser, que ça se réalise si cela n'est pas préjudiciable à notre sanctification. C'est-à-dire, ce que nous voulons faire, si ça va nous amener des problèmes pour notre sanctification, que Dieu ne permette pas. Oui. Donc, ça peut échouer. Laissez une marge de manœuvre au Seigneur aussi.
à votre Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui sait ce qui est bien pour vous dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, vous allez prendre ça comme un obstacle, une fin en soi, alors que ce n'est que une étape que Dieu dit non, 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 c'est pas le bon moment. Attends un peu. J'ai Ou un du plan moins, pour toi. va prendre cette expérience-là comme échec, mais ce n'est que pour te préparer pour mieux rebondir. Voilà. Merci beaucoup à vous, Je vous docteur. en prie. Merci. Le temps passe tellement vite. Merci d'être scotché, d'être à cette émission, à notre écoute. C'était vraiment un plaisir d'écouter Gaël à travers ces questions. Et toujours le même plaisir pour moi. J'espère que vous avez été satisfait. Même rendez-vous samedi prochain, même heure, 14 heures sur votre chaîne, dans votre émission culte. Au revoir.